l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Allô mon petit pickle, le passé date, c'est Vincent et aujourd'hui je te fais mon quoi de neuf Vince du mois de février 2019, la nouvelle année et surtout un nouveau mois qui vient de se terminer et j'ai joué à énormément de jeux ce mois-ci, donc ça se peut que ce soit long. Si tu trouves que c'est trop long, ben c'est simple, j'ai fait des timestamps, des marqueurs de temps dans la description pour indiquer de quel jeu je parle et à quel moment j'en parle. Donc si tu ne veux pas écouter la vidéo au complet, ben c'est simple, va-t'en dans la description, regarde les jeux qui te tentent, puis clique là-dessus. Alors, pour faire quelques statistiques pour continuer sur la vague que Sylvain a lancée, j'ai joué à 20 jeux différents. J'ai un pourcentage de victoire de 58,97%. J'ai joué environ 51 heures et 12 minutes dans le mois de février. Et 100% des gens qui joueront au jeu que j'ai joué mourront un jour. Wow. Sur ce, on va commencer immédiatement avec Aeon's End Legacy. Donc, j'ai commencé le jeu avec ma femme et nous sommes rendus au 4e chapitre sur 7. Et c'est vraiment une belle expérience, j'aime beaucoup ça, c'est super agréable. C'est d'ailleurs un très bon Legacy pour être honnête. Je trouve que chaque partie amène de quoi de nouveau et on amène toujours des nouvelles choses pour faire en sorte qu'on va continuer d'aller vers l'avant. Et on va avoir le sentiment de croissance par rapport à notre mage. Et je trouve qu'ils le font vraiment bien. À un point tel qu'au départ, on commence une coche en dessous de Aeon's End régulier et là, tranquillement, pas vite, on s'en va vers les règles habituelles et on dépasse même un petit peu pour aller vers des horizons inattendus et j'aime beaucoup ça et le fait que le marché de cartes va changer continuellement, ça c'est super intéressant. Bref, j'en dirai pas plus parce que c'est une très belle boîte, elle est dispendieuse par contre, mais je pense qu'elle en vaut le coup et probablement que ce serait un des seuls jeux que j'achèterais un recharge pack puisque j'aurais envie de refaire la campagne au complet. Bref, un superbe jeu Aeon's End Legacy. On continue avec un autre Legacy que l'on a continué, mais qu'on n'a pas eu la chance beaucoup de jouer, qui est Betrayal Legacy. On a juste fait une partie, et je dois avouer que ce jeu-là reste quand même vraiment agréable. À chaque fois qu'on y retourne, on a toujours une belle partie de Betrayal at House on the Hill. La seule chose, c'est peut-être justement le sentiment de croissance est peut-être un peu moins fort que dans Aeon's End, si je peux me permettre une comparaison, même si c'est deux jeux totalement différent. Par contre, je trouve que Betrayal offre quelque chose de très thématique, une histoire, des choses qu'on ne s'attend pas par rapport justement au tournure des événements. Donc, on a beaucoup de belles petites twists, mais ça reste en somme que j'ai l'impression qu'on fait juste rejouer à Betrayal sous une nouvelle forme ou avec des nouveaux scénarios. Mais ça reste quand même le fun quand t'aimes le jeu de base. J'ai bien hâte de voir si ça va prendre une autre direction. Donc c'est ça, écoute, c'est un superbe jeu somme toute, puis il est vraiment agréable. Moi je le recommande quand même. J'ai eu l'opportunité de rejouer à Caverna avec mon ami de Rimouski, Patrick. Donc j'espère que tu vas bien, Patrick. J'ai super gros aimé mon expérience. Je trouve que l'éventail de possibilités et d'opportunités dans Caverna est très large. Et on a envie d'y rejouer pour faire « Ah, ben tu sais, cette tuile-là, j'ai envie de l'acheter maintenant, mais là, c'est pas vraiment ma direction pour cette partie-là. Peut-être la prochaine partie, je vais pouvoir le faire, mais là, il y a celle-là qui est intéressante, mais encore là, ça tombe pas vraiment bien, il va falloir que j'en fasse une autre partie. » Et là, t'es là, puis continuellement, pendant le jeu, tu fais « Wow, ok, je peux faire ça. » Il y a tellement de manières de pouvoir scorer des points, c'est vraiment le fun. Et ce mois-ci, petit spoiler, je vais probablement faire, je vais faire une vidéo comparative entre Agricola et Caverna parce que je pense que les deux jeux méritent grandement une attention particulière et surtout je trouve que les deux jeux sont assez différents même s'ils empruntent la même mécanique de base, c'est-à-dire le placement d'ouvriers. Je trouve qu'on a un sentiment vraiment distinct
quand on joue à Agricola et quand on joue à Caverna, à un point tel que je me demande, est-ce que je vais me le récupérer puis est-ce que je vais m'acheter une copie? On verra la suite dans ma critique avec le jeu Agricola contre Caverna. Mon cousin s'est procuré Clash of Culture et voulait vraiment me montrer le jeu, me l'expliquer de A à Z, et on a joué, et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait penser un petit peu à Civilization de Sid Meier, mais je trouve que Clash of Culture a vraiment un éventail, encore une fois, plus large de possibilités que peut-être dans Civilization. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a vraiment l'opportunité de se diriger de façon distincte, même si on a une faction de base, un peuple de base, on peut quand même être capable de se diriger dans différentes avenues. La seule chose, c'est que faut que tu te plugues dès le départ sur « Ok, je m'en vais faire ça ». Et le problème, c'est que quand tu sais pas trop qu'est-ce qui est fort ou qu'est-ce qui est moins fort au départ, ben c'est sûr que là, après ça, tu peux t'en aller dans plein de directions différentes, ce qui fait en sorte que tu peux peut-être être ralenti, tu peux peut-être traîner de la patte contrairement aux joueurs qui ont déjà joué auparavant. Mais ça reste quand même un jeu super le fun. Ma grosse critique, c'est que ça a été vraiment long notre partie, même si on a joué à 2 joueurs seulement. Si on était capable de réduire le temps pour un jeu qui dure environ 1h30, je pense que ce serait vraiment un très bon jeu, voire même un incontournable des 4X, mais à cause de sa durée, j'ai de la misère à dire comme oui, c'est mon 4X de choix, mon 4X favori. Ça reste encore Eclipse. Eclipse, il y a comme un attachement émotionnel par rapport à ça. Bref, mais ça reste que Clash of Cultures offre quelque chose de superbe et je pense que quand même ça vaut la peine de faire au minimum une partie de ce jeu-là, dû à son éventail de possibilités comme je disais, puis aussi le fait qu'on ressent qu'on est en train de construire une civilisation à notre image, comme on la veut, on la forge, comme on le désire, et ça c'est quelque chose qui est superbe et qui est très bien fait dans ce jeu-là. Je ne suis pas un grand fan de Vital Lacerda, mais ce mois-ci j'ai eu l'opportunité de jouer à CO2 Second Chance, et je vais faire un jeu de mots poche. J'ai décidé de donner une deuxième chance à Monsieur Lacerda grâce à ce jeu parce que j'ai vraiment apprécié mon expérience. On a joué à 2 joueurs, mais je pense que le jeu peut vraiment avoir une dynamique très différente à 4 et à 3. Parce qu'à 2 joueurs, ben, tu peux vraiment créer ta stratégie à long terme. Tu peux décider, ok, je m'en vais vers cette direction-là et tu calcules tes coups, puis habituellement, l'autre joueur peut venir interagir avec toi. Mais tu peux quand même faire un chemin différé, puis pas nécessairement te préoccuper de ce que l'autre fait. Mais par contre, tu as toujours avantage à le faire parce que justement, il peut te donner des opportunités bien meilleures que ce que tu es en train de créer. Alors qu'à 4 joueurs, ben, tu as 10 actions seulement pendant tout le long de la partie et tu n'as pas le choix de calculer tous tes coups de A à Z et surtout de prendre en considération qu'est-ce qui se passe autour de la table, quel joueur a effectué quelle action et qu'est-ce que ça va lui rapporter que moi je fasse ça versus qu'est-ce que moi ça va m'apporter de faire ça. Donc tu peux pas nécessairement créer une stratégie à long terme quand tu joues à 4 joueurs, mais ça reste que tu peux quand même avoir l'opportunité de surfer sur ce que les autres font et je pense que Lacerda est capable de faire ça de façon brillante et ingénieuse dans ses jeux. C'est juste que les dernières fois que j'ai joué à ces jeux, ça a été Vinos et Lisboa et malheureusement, bon, on avait manqué quelques points de règle qui étaient quand même assez scindants, qui étaient quand même très importants à considérer et malheureusement on ne les a pas, on n'a pas joué le jeu tel quel et ça a un petit peu brisé l'expérience de jeu parce que bon évidemment quand il manque une règle quand même assez majeure dans un jeu, ben malheureusement de manière tu dis ok le jeu est brisé puis c'est plat. Des fois non, mais la plupart du temps oui. Puis dans les 2 fois, ben, on s'est fait un peu ramasser. Puis j'ai trouvé au final que je jouais un jeu un peu un euro à la manière de Stefan Feld, sauf que au lieu d'avoir un A vers le B, vers le C, vers le point, les points, ben là à ce moment-là, je faisais A pour aller à T, pour aller à B, pour aller à C, pour aller à D, E, puis finalement là je faisais des points. Puis je trouvais que c'était un peu inutile. Mais dans CO2, on a vraiment quelque chose qui est simple, mais qui est efficace. Et je crois que Lacerda est vraiment bon pour venir viser ce genre de truc-là dans ses jeux. Et j'ai envie de réessayer Vinos, j'ai envie de réessayer Lisboa. Donc, j'ai hâte de réessayer Lacerda.
Un de mes 2 jeux les plus joués ce mois-ci, c'est Cryptid. Cryptid, qui est un jeu par Osprey Games, qui est un jeu de déduction où les joueurs doivent trouver le repère du cryptide, qui est un espèce de monstre marin, un peu à la manière du monstre du Loch Ness. Et chacun des joueurs va recevoir une information en début de partie. Et la mécanique est très simple, parce que pendant ton tour, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer un pion principal, qui est un pion noir très simple, et tu vas le déposer sur une case, et tu vas demander à un joueur autour de la table, est-ce que le repère pourrait se trouver là? Et là, le joueur, selon l'information qu'il a reçue, va dire oui avec une espèce un disque en bois ou non avec un cube en bois. Et par la suite, on va tranquillement, pas vite, commencer à déduire où est-ce que le cryptide pourrait se trouver sur cette map-là. Et j'ai vraiment trouvé que le jeu offre quelque chose de tellement simple, mais tellement efficace. C'est probablement, je l'appellerais probablement le Splendor du jeu de déduction, tellement que c'est simple, mais qu'il y a une profondeur incroyable à ce jeu-là. J'avais peur au départ, quand j'ouvrais le jeu, je remarquais qu'il y avait plusieurs cartes. Là, je me disais, ben, probablement qu'on est capable de retenir les cartes, puis bon, où est-ce qu'il peut se trouver quand on fait tel scénario. Malheureusement, c'est pas le cas parce que tu te retrouves souvent à juste regarder le jeu puis tu te rappelles plus vraiment est-ce que j'ai déjà vu cet indice-là quelque part ou whatever. Fait que là, tu es tout le temps en train de te demander, OK, où est-ce qu'il est? Puis tu réfléchis à comment est-ce que les autres jouent aussi parce que les autres vont te donner des indices de la manière qu'ils vont demander aux autres joueurs où est-ce que se trouve le cryptide parce que toi, ça se peut que je puisse être capable de voir vraiment, OK, bon ben Sylvain, clairement, la manière qu'il joue, je le sais qu'il se trouverait à être là parce que c'est probablement ça son indice, alors que JP, j'ai aucune idée et Sylvain a probablement une bonne idée de ce que c'est JP, mais pas moi, bref. Et là, on commence à observer pas juste qu'est-ce qu'il y a sur le plateau, mais comment les autres joueurs interagissent ensemble. Et c'est ça qui est génial, les jeux de déduction qui sont compétitifs et que parfois on manque un peu à l'appel, c'est vraiment le fait que on a accès à une interaction qui est comme vraiment un genre de méta-gaming, c'est-à-dire comment est-ce que les autres joueurs jouent, puis on essaie de déduire socialement pourquoi est-ce qu'ils jouent de cette manière-là pour obtenir des réponses. Des fois ça fait du sens, des fois ça n'en fait pas, mais ça reste que Cryptid, somme toute, est un jeu qui, je pense, va plaire à plusieurs et qui n'a pas reçu assez d'attention selon moi. Probablement dans mon top 10 de 2018, je dirais, c'est vraiment le fun et je vous le recommande vraiment. Puis je vais probablement faire aussi une vidéo sur le jeu très bientôt à voir sur les ondes de l'école du jeu. Mon autre jeu le plus joué avec cette partie aussi, c'est Dawn of Peacemaker, qui est un jeu fabuleux. J'ai fait quelques petites publications sur Facebook ainsi que sur notre Instagram par rapport à ce jeu-là. Et laissez-moi vous dire que j'ai été vraiment, je suis tombé par terre en bas de ma chaise parce que ce jeu-là est incroyable, tant au niveau narratif qu'au niveau mécanique, qu'au niveau des surprises que le jeu t'offre. C'est un jeu à campagne où les joueurs représentent des espèces des animaux. Et notre but, ça va être d'éviter qu'il y ait une guerre qui explose entre les Makans, qui sont un peu un genre de peuple d'aigles, fiers et orgueilleux. Et finalement, on a les Ocelots, qui sont des tigres slash félins, qui eux autres sont très posés, puis qui veulent en fait laisser le chaos de la nature régner. Et notre but, c'est qu'on est entre les deux et on veut faire en sorte que les deux ne s'attaquent pas ou qu'un puisse gagner sur l'autre. On veut que les deux battent en retraite. Premièrement, la thématique est vraiment bien établie dans le jeu grâce aux mécaniques. Dans le fond, la mécanique principale, c'est qu'on va déplacer notre personnage dans un des deux camps et on va jouer des cartes pour être capable de voir quels sont les prochains ordres qui vont être dictés pour voir quelle figurine va avancer de cette armée-là en question. Et on va pouvoir les changer. Donc, par exemple, si on avait un mouvement qui se crée avec un certain type d'armée, on pourrait échanger pour que le mouvement soit avec un autre type d'armée ou qu'au contraire, que l'armée qui devait se déplacer, elle ne se déplacera pas, elle créera des fortifications, par exemple. Et le jeu est
tellement le fun. La narration est vraiment cool. On embarque dans le thème, on embarque dans les surprises. La plus grosse critique que je ferais du jeu, c'est peut-être le fait que, bon, pour l'instant, on a eu quand même des scénarios où ça a quand même très bien été. Ça n'a pas été super difficile, mais c'est un jeu, comme j'ai dit, à campagne, il y a 12 scénarios, et à la fin de cette campagne-là, on a l'opportunité de pouvoir rejouer certains scénarios et d'augmenter la difficulté. Je suis pas encore rendu là, j'ai pas encore vérifié comment est-ce qu'on augmentait la difficulté des différents scénarios, parce que je veux pas me divulgacher quoi que ce soit, je veux finir la campagne avant toute chose, mais aussi on va avoir un mode qui est skirmish, c'est-à-dire combat 1 contre 1, où est-ce que je pense qu'on va avoir un draft des personnages, des armées que l'on veut sélectionner. Encore une fois, je suis pas certain, on va voir quand je vais avoir terminé la campagne, mais sérieusement, j'aimerais ça finir la campagne dans le mois de mars parce que j'ai tellement eu de fun. Pour vrai, un jeu qui est passé en dessous du radar et je ne comprends pas du tout parce que le artwork est sublime, les mécanismes sont extraordinaires, le côté narratif est présent et bien implémenté à l'os. Un superbe jeu que je recommande encore une fois chaudement, Dawn of Peacemakers. J'ai fait une méga grosse partie de Dice Throne saison 2 en 3 contre 3 et j'ai vraiment eu du fun, j'ai plus eu de plaisir pendant cette partie-là que pendant ma partie 1 contre 1 que j'avais joué cet été, je pense. J'ai vraiment aimé le principe que bon, on a vraiment une interaction qui est commune, puis qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on va interagir. Évidemment, le temps d'attente est quand même assez long entre les tours. Mais on est quand même intéressé par rapport à ce que les autres vont faire et surtout ça nous donne une bonne opportunité de voir chacun des personnages en action. Et on n'a pas besoin de faire plusieurs parties pour voir les différents personnages. Ça nous donne d'ailleurs le goût d'essayer les personnages des autres joueurs. Et je pense que ça, c'est vraiment un des beaux côtés de Dice Throne en équipe, c'est de voir tous ces personnages-là interagir les uns avec les autres. J'ai vraiment eu du plaisir, somme toute, et je suis pas prêt à dire nécessairement qu'il remplace King of Tokyo. Mais il est proche, puis je pense que vraiment les deux jeux peuvent offrir de quoi de super avec le même principe du Yadi, de lancer de dés à plusieurs reprises. Et on va avoir du plaisir en 1 contre 1, en 3 contre 3. Donc on peut vraiment élargir les possibilités avec Dice Throne. Et il y a la saison 3 qui s'en vient, donc je vais regarder ça, je vais vérifier si c'est pas trop cher. Si c'est pas trop cher, pourquoi pas, hein? Écoute, ça va être un bon petit jeu à ajouter dans la bibliothèque. J'ai eu l'opportunité de jouer à 2 reprises à New Frontiers et je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié. C'est le nouveau de Tom Lehman. D'ailleurs, Sylvain a fait une présentation du jeu et un déballage. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé mon expérience, mais probablement moins que ses prédécesseurs. Parce que Tom Lehman, c'est le gars derrière Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy et Jump Drive. Je n'ai pas encore essayé Jump Drive, mais je trouve que Race et Roll for the Galaxy offraient de quoi de plus profond, de plus réfléchi, de plus original que New Frontiers. Évidemment, New Frontiers veut surfer sur la mécanique de sélection d'action que Race et Roll ont incorporé, mais malheureusement, je trouve que New Frontiers le fait de façon plus simplée, dans le sens où est-ce que ça va être plus facile d'accès et c'est plus facile de sortir New Frontiers selon moi et de le présenter à des nouveaux joueurs. Mais par contre, je pense que le jeu a peut-être moins de profondeur que les deux autres parce que faut faire un peu de tout et en même temps, on fait un peu de rien en même temps. J'ai l'impression que on peut se concentrer sur des planètes ou des technologies, mais que les deux offrent la même chose, mais de façon un petit peu différente. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais grosso modo, j'ai l'impression que peu importe la stratégie vers laquelle je m'en vais, j'ai l'impression de toujours faire la même chose, sans nécessairement devoir me casser la tête sur des choix cruciaux. Quand je jouais à Race, tu as des cartes et là tu te dis quelle carte que je vais acheter, quelle carte que je garde, est-ce que je m'en vais vers cette direction-là ou cette direction-là, et là tu essaies de trouver des bonnes technologies qui vont fitter avec la stratégie. Même chose pour Roll, et dans Race, ben tu le fais, mais pas tant que ça au final.
Bref, je ne sais pas. J'aimerais ça rejouer une partie. J'ai juste joué aussi avec les technologies de base. Donc peut-être qu'il y a ce problème-là aussi. Je vais voir. Je m'en débarrasserai pas tout de suite. Je vois pas pourquoi je m'en débarrasserais. Mais bref, j'ai quand même envie de le réessayer. Ça reste un très très bon jeu, somme toute. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'attendais de jouer depuis belle lurette, depuis SN, et qui était extrêmement difficile à trouver. Et vraiment, là, dans une circonstance assez unique, merci, j'ai un de mes amis qui est dans un événement et qui me prend des photos de ce jeu-là en question et qui me dit « Man, c'est malade, j'ai vraiment trippé, etc. etc. » Et là, moi, je réalise que c'est le jeu en question de SN que je voulais absolument essayer et je me suis organisé une soirée avec celui qui possède la copie de Tales of the Northlands, de Sagas of Nogging the Nog. Et oui, c'est vraiment le nom du jeu. En fait, le jeu est basé sur un dessin animé des années 80. Je crois que le dessin animé est britannique à la base. Et le jeu, my God, que c'est une expérience unique, excentrique, c'est une saga, c'est une histoire à raconter. Je dois avouer que ça fait quoi, peut-être une semaine et demie, 2 semaines que j'ai joué et je suis encore en train de penser à ce jeu-là. Encore une fois, j'ai fait une publication sur Facebook puis sur Instagram et la réponse des gens a été, les gens ont vraiment été curieux par rapport à ce jeu-là parce que esthétiquement, il est fabuleux. Aussi, au niveau des mécaniques, c'est à couper le souffle, sérieusement. T'es là, puis tu joues à de quoi que t'as jamais joué auparavant. Et je pense que je vais faire une vidéo sur mes premières impressions du jeu parce que vraiment, ça mérite, ça vaut le coup d'essayer ce jeu-là. Peu importe ce que vous soyez de niveau expert ou pas expert, débutant, mi-avancé, avancé, bref. Je pense que ce jeu-là a besoin d'être mis de l'avant davantage qu'il l'a été parce que c'est un jeu qui a vraiment de quoi d'unique et de rafraîchissant à proposer. Bref, je vais faire ma vidéo, je vais vous expliquer davantage sur tout ça, mais c'est vraiment un excellent jeu. J'ai eu l'opportunité de mettre ma main sur une copie de Too Many Bones et je suis tellement content de l'avoir fait. Ce jeu-là est fun. C'est un des premiers co-op qui me fait tripper autant que ça. Je trouve que le jeu mixe tellement bien le côté hasard et stratégie à long terme. Et d'un autre côté, il y a tellement une coopération qui est nécessaire, qui devient organique parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter à ce que les autres joueurs autour de la table vont faire par rapport à l'évolution de leur personnage personnel. Le matériel est sublime. Honnêtement, la première fois que j'avais joué, j'avais pas remarqué à quel point que le matériel est le fun. Il y a comme un côté tactile qui vient vraiment me chercher, qui habituellement, je suis pas très matériel, je suis pas très composant, je suis pas très artwork, mais celui-là, il y a vraiment de quoi qui est offert puis qui est vraiment satisfaisant. Et Too Many Bones, c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont représenter des personnages d'un univers un peu excentrique. Et on va tout simplement faire face à un boss, mais pour faire face au boss, il va falloir passer à travers différentes journées pour être capable d'évoluer notre personnage et qu'à la fin de cette quête, on puisse faire face au monstre final. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment difficile. On lance les dés, puis qu'on deal avec qu'est-ce qui a été lancé. Donc là, à la base, peut-être tu dis « Ah non, je suis pas sûr, les dés, j'aime pas trop ça. » Mais celui-là le fait de façon... C'est vraiment ingénieux, c'est vraiment original et surtout t'embarques dans la thématique, t'embarques dans le concept, tu lances les dés et là c'est fâchant parce que tu roules des beaux lacs que j'appelle parce que bon, je roule tout le temps des jets des jets pas bons, des jets vraiment qui laissent à désirer. Puis malheureusement, ça m'arrive souvent dans ce jeu-là, donc c'est frustrant, mais en même temps, tu te dis « Oh, j'ai envie d'y rejouer, je veux battre ce monstre-là. » Et c'est ça qui est le fun, c'est vraiment la rejouabilité, le fait qu'on veut retourner vers ce jeu-là. Et il y a des extensions qui sont sorties, donc on a vraiment
une pléthore de différentes extensions, de nouveaux personnages, et vraiment chaque personnage est unique, on va jouer de façon différente, et c'est vraiment un jeu très le fun, Too Many Bones. Malheureusement il est très cher, mais je pense qu'il en vaut la somme toute, parce que c'est un investissement, puis c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie, puis on va toujours avoir le goût de retourner à ce jeu-là. Puis c'est ça, un autre jeu qui a piqué ma curiosité parce que dans le top 100 de Tom Vasel sur Dice Tower, il a comme inséré un nouveau jeu dans son top 10 après avoir fait son top 10 de 2018. Et il l'avait inséré parce qu'il avait vraiment capoté sur le jeu. Et ça a comme piqué ma curiosité, pas parce que je suis très proche des goûts de Tom Vasel, juste parce que, comment ça, est-ce qu'il est prêt à vouloir changer son top 10 de A à Z, Dice Tower étant comme une référence sur les chaînes YouTube de jeux de société. Et là, il arrive, puis ah non, moi, écoute, finalement, dans mon top 10, je vais insérer Vindication. Et là, tu te dis, ben c'est quoi ce Vindication? D'où c'est que ça sort? On a vu le Kickstarter passer dernièrement. Et là, on arrive devant un jeu qui t'offre vraiment une thématique particulière où est-ce que tous les joueurs sont des espèces de rescapés. On s'est fait pitcher par-dessus bord de notre bateau et là, on arrive, on échoue sur une île déserte et on doit se revendiquer, donc revendiquer notre salut et redevenir un personnage honorable et fier. Et on va le faire en se déplaçant sur l'île, en découvrant différentes tuiles, mais aussi en activant ces tuiles-là parce que celles-ci vont nous donner accès soit à davantage de déplacement, soit à davantage de force, de qualité en tant que telle. Et plus qu'on a des qualités dans une section du plateau, plus qu'on va avoir d'opportunités de pouvoir activer cette section-là, donc obtenir des personnages, des alliés qui vont pouvoir nous donner des pouvoirs, ou encore aller battre des monstres, obtenir des artefacts, obtenir des traits de caractère qui vont nous transformer, qui vont nous revendiquer encore une fois. Et le jeu est vraiment thématique, mais à la fois euro. Et je pense que certaines personnes vont être en désaccord avec moi parce que moi, j'ai trouvé que vraiment le thème, tu le vis, tu le sens. Puis tu veux aller battre des monstres, tu veux pas aller chercher des cartes oranges, tu veux aller battre des monstres. Tu veux pas aller chercher une carte mauve, tu veux aller chercher un artefact. Pour moi, il y avait quelque chose de très instinctif et de très intuitif par rapport à ça. Mais malheureusement, autour de la table, on n'a pas été, nos opinions étaient hétérogènes parce que il y avait certains joueurs qui disaient, ben, tu sais, c'est un euro de déplacement de cube, puis de gestion de ressources, puis tu prends un cube pour le mettre à tel endroit, puis après ça, tu fais l'action de là, puis data. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du thème, puis que le thème était fort intéressant, particulièrement dans des euros où est-ce qu'habituellement le thème est très collé puis très drabe. Ici, moi, j'avais l'impression de vraiment vivre une expérience, de vivre en fait cette espèce de revendication-là de ta propre personne et surtout de retrouver l'honneur qui t'a été volé. J'ai vraiment apprécié l'expérience. L'affaire, c'est que le jeu est vraiment cher. Sur Kickstarter, présentement, il est passé, là, puis je pense que la copie juste de base, c'était quelque chose comme 80 US, puis je trouve que c'est vraiment dispendieux. Oui, le matériel est beau, oui, il y a beaucoup de stock dans la boîte, mais 80 US, on a accès à plein d'autres jeux, puis c'est peut-être ça aussi qui me dérange. S'il était moins dispendieux, puis qu'il était plus accessible, ben pourquoi pas, mais là, malheureusement, il est disponible seulement sur Kickstarter, puis il ne sera jamais disponible en boutique, de ce que j'ai compris. Bref, je trouve que c'est dommage parce que ce jeu-là gagnerait à être sur les tablettes et être un petit peu moins cher aussi pour qu'il soit plus accessible. Parce que, ben écoute, c'est un très bon jeu, mais je suis pas prêt à payer 80 US pour ça. J'ai pas cet argent-là, malheureusement. Je vous parlais de mon cousin tout à l'heure, et bien j'ai eu l'opportunité de jouer avec lui à War Chest, qui est un jeu qui vient dans une très belle boîte d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à un coffre. Et quand on ouvre la boîte, et bien là on a accès à des jetons. Et ces jetons-là ont vraiment une belle épaisseur, c'est comme des jetons poker. Et chaque jeton va être un genre d'armée et on va avoir à peu près une série de 3 à 4 jetons, je pense, par armée. Et les joueurs vont créer leur combinaison parmi une vingtaine d'armées peut-être. Et c'est super intéressant parce que tu as l'opportunité vraiment de faire tes propres combos de jetons et là d'activer lui, puis que là lui va pouvoir activer tel autre. Ou tout simplement juste de jouer le jeu de façon très straightforward. C'est-à-dire que bon, j'ai un archer, l'archer il peut
tirer de loin, le cavalier peut se déplacer et ensuite attaquer, etc. etc. Donc là, tu as l'opportunité vraiment de créer un peu ton armée à ta sauce. Et ça, c'est super intéressant du jeu. Par contre, j'ai eu l'impression que pendant qu'on jouait, à un moment donné, le jeu devient vraiment mathématique. Et là, on commence à réfléchir au pourcentage de probabilité que le joueur puisse avoir pigé tel ou tel jeton pendant ce tour-ci, parce qu'à chaque tour, en fait à chaque round, dirais-je, on prend 3 jetons dans un sac et là on va regarder les 3 différents jetons, indépendamment de ce qu'on a pigé, on va pouvoir faire certaines actions. Et une fois que les joueurs ont joué à tour de rôle leurs 3 jetons, et bien là après ça on va piger de nouveau 3 jetons, et si notre sac est vide, on va replacer tous les jetons qu'on a joués dans notre sac. Donc il y a un côté backbuilding qui est intéressant. Mais à un moment donné, on commence à réfléchir à OK, qu'est-ce qu'il a sorti de son sac, qu'est-ce qu'il y aurait dans ses mains. Et là, après ça, on commence à réfléchir à si je me déplace là, ben là, après ça, lui peut faire ça. Si je me déplace là, ben là, après ça, je contrôle ce territoire-là, parce que le but, c'est de contrôler un certain nombre de territoires. Donc, si je m'en vais là, bon, ben là, je possède ça, mais là, en même temps, ça se peut que je me le fasse voler. Et là, tu commences à réfléchir énormément et ça durait environ entre 30 et 45 minutes chaque partie. Et je trouvais que c'était un petit peu long pour ce que le jeu offrait, parce que je suis pas un grand fan de jeux abstraits à la base. J'aime les jeux abstraits qui sont rapides, qui sont vraiment efficaces, comme Giges. Giges qui est un jeu vraiment hot, abstrait, parce que les parties durent environ 5 à 7 minutes, puis là tu réfléchis, puis là tu es en train de calculer qu'est-ce que l'autre joueur va faire pendant son tour, et là soudainement, paf, tu te fais avoir par un coup que tu n'avais pas vu du tout, et ça dure 5 minutes, on veut en refaire une autre. Alors que War Chess, j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on va ressortir, mais à différents moments. Donc c'est une bonne chose d'avoir peut-être un joueur avec qui jouer régulièrement, mais c'est pas un jeu qu'on va faire comme 4-5 parties en ligne, puis qu'après ça, bon, on sert le jeu, puis on va le ressortir à un autre moment donné, 4-5 autres parties, plus genre, ok, on va jouer 1-2 parties, puis on va mettre vraiment notre cerveau sur la table, puis peut-être que ça me peut-être que j'ai moins l'aspect aérospatial, entre guillemets, développé. Je ne sais pas, écoute, ça n'a pas cliqué plus que ça, mais je serais pas inintéressé d'y rejouer, c'est juste que c'est pas quelque chose que je trouve vraiment un genre de oh my god, faut pas passer à côté de ça, tu sais. Alors que Sylvain, ben lui, il va être complètement en désaccord avec moi, qui a capoté sur ce jeu-là. Et ben écoute, pourquoi pas, essayez-le, ça vaut peut-être la peine, peut-être vous allez apprécier, tu sais. Un petit séjour à Québec chez Sylvain m'a donné l'opportunité de jouer au gros buzz du moment, le jeu que tout le monde parle, Wingspan. Et j'ai vraiment apprécié mon expérience, somme toute. Dans le fond, l'espèce de pitch de vente de Wingspan, c'était un mix entre Terraforming Mars et Gizmos. Mais je pense que Wingspan peut vraiment faire sa marque par lui-même sans avoir besoin de se référer à ces jeux-là. Parce que le jeu est intéressant, le jeu est le fun. La thématique d'oiseaux, c'est quelque chose de particulier, unique aussi, très excentrique, je dirais. Évidemment, on a fait des jokes autour de la chanson The Bird is the Word. On a fait aussi des blagues, des jeux de mots avec des graines d'oiseaux, etc., etc. On était 4 gars bien ancrés dans notre joie là. Mais c'était le fun, somme toute, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le fait que, bon, quand tu joues tes cartes, tu vas les jouer sur ton plateau et là tu vas bâtir ta petite machine et là tu vas faire une action et là ça va exploser dans les points, ça va exploser aussi dans ton action. Donc tu as vraiment un sentiment de satisfaction qui est très présent puis très fort quand tu joues des cartes de façon séquentielle et de façon efficace. Aussi les cartes, le artwork est sublime d'ailleurs. Je suis vraiment étonné de voir à quel point il y a eu un travail de recherche par rapport aux différents oiseaux. Chaque carte est unique. On a aussi une espèce de courte description. On a un joueur qui avait eu quelque chose qui était en lien avec, ça parlait en fait de l'urine de cet oiseau-là et de son comportement sexuel. C'est super drôle, mais en même temps tu fais ah ok, c'est intéressant, ils ont quand même fait des recherches, ils ont quand même été chercher de l'information, somme toute excentrique et pas inintéressante, mais vraiment c'est diversifié au bout, c'est pas juste des fun facts, là. Des fois c'est des faits qui sont vraiment pertinents à connaître par rapport à cet oiseau-là. Et là, à un moment donné, tu piges des cartes, puis tu fais comme ah ouais, c'est quoi cet oiseau-là? Ah ouais, c'est quoi cet oiseau-là? Puis
il y a vraiment une diversité et je trouve que oui, ok, à un moment donné, bon, tu perds un petit peu la thématique à la limite, où est-ce que maintenant tu fais juste placer des cartes pour placer des cartes, mais le jeu est le fun, satisfaisant au final, et des fois c'est juste le fun être devant un jeu qui est agréable à jouer de cette manière-là, parce que tu construis ta machine, tu construis tes choses, et tu as vraiment un sentiment d'accomplissement, puis que tu aies gagné ou tu aies perdu en fin de partie, tu as quand même le feeling que t'as fait de quoi de concret avec ton temps, même si t'as juste joué à un jeu de société. Mais jouer au jeu de société, c'est pertinent. Ok, ne me méprenez pas là-dessus. Bref, Wingspan, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je pense que je vais me procurer une copie. Puis ça va être un jeu qui va sortir régulièrement, selon moi. Ouais. Le mois passé, je vous ai parlé de Western Legends et à Rimouski, j'ai eu mon ami Patrick qui a obtenu sa copie de Xia Legends of the Drift System. J'ai eu la misère à le dire. C'est dans le top 10 de Sylvain et ça a piqué ma curiosité que ce soit dans le top 10 de Sylvain. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est drôle, ça a l'air d'un jeu assez excentrique, ma foi. Puis bon, pourquoi c'est dans ton top 10? Et j'ai joué, j'ai vraiment compris pourquoi je suis tombé en amour avec ce jeu-là. Ce jeu-là a, à la limite, je dirais, pas des défauts, mais tu dis, ok, mais pourquoi c'est comme ça, tel mécanisme, tu sais, ton vaisseau est détruit, tu fais juste un peu, tu fais respawner, tu vas retourner sur le plateau à ton prochain tour, tu vas lancer un dé, et là ça va t'indiquer où tu te retrouves. Et ce genre de mécanique-là, tu fais comme, ok, j'ai jamais vu ça vraiment, là, tu sais, le fait que c'est correct que ton vaisseau explose, puis tu vas juste réapparaître ailleurs, tu as un petit malus, mais sans plus ni moins. Tu as aussi des mécanismes où est-ce que tu vas lancer une pléthore de différents dés, puis des fois si les dés sont en ta faveur, des fois ils sont pas, puis c'est correct parce que c'est juste le fun. Et c'est un jeu qu'il faut prendre avec un grain de sel selon moi, où est-ce que gagner ou perdre n'a pas d'importance, mais tu fais juste vivre l'expérience. Et vraiment là, c'est un sandbox extraordinaire, un genre de space cowboy / space opéra, que tu te mets de la musique en arrière, puis tu joues, puis que là tu regardes les autres joueurs jouer, puis là tu peux raconter une histoire autour de la table. On a fait une partie sans l'extension, on a fait une partie avec l'extension. Je dirais que l'extension amène beaucoup, règle certains problèmes qui selon moi pourraient être problématiques après un certain temps, après quelques parties. Mais je pense que c'est pas tous les... je pense qu'à la limite, l'extension fonctionnerait bien comme étant différents modules et qu'on ajoute certains modules, dont un qui est comme l'espèce de marché de différents cubes pour éviter de faire du va-et-vient puis juste faire du pick-up and delivery d'un point A à un point B puis gagner de cette manière-là. Donc le marché réduit en fait cette probabilité de faire ça. Donc il faut que tu te diversifies de la manière que tu fais des points. Et j'ai vraiment eu du fun. J'ai hâte d'y rejouer. C'est un jeu qui te raconte une histoire, qui t'offre des suspens, qui t'offre des hauts et des bas. Même si tu lances un dé et que ça va pas bien, c'est pas grave parce que c'est pas un jeu qu'il faut prendre au sérieux encore une fois. Ça fait partie, le hasard fait partie intégrale du jeu. Et c'est fabuleux de voir à quel point que de jouer à ça, il y a des surprises, il y a de l'inattendu. Vraiment là, un superbe jeu qui mérite au moins minimum une fois d'être joué dans la bonne optique, parce que ça c'est important de comprendre ça. Tu joues pas à ça pour gagner, tu joues à ça pour l'expérience en soi. Et si on joue dans cette optique-là, le jeu va vraiment être le fun, somme toute. Le dernier jeu que je vais parler, Zombie Kids Evolution. Ma nièce s'est procuré ce jeu, ben pas ma nièce, mais ses parents lui ont acheté. J'ai joué avec elle et laissez-moi vous dire, j'ai été agréablement surpris. C'est un petit jeu qui est simple, qui est rapide, on roule des dés et là on déplace nos personnages pour éviter que les zombies prennent possession de l'école. Et c'est vraiment le fun. On a fait 3 parties en ligne puis on a eu du plaisir. Ça a été vraiment quelque chose de rapide, d'efficace. Et le principe de Legacy est vraiment bien introduit. On a envie de faire une partie, de découvrir, d'ouvrir une enveloppe, de voir une nouvelle règle, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment le fun dans cette optique-là de jouer juste pour, ok, on veut accumuler des parties, on veut accumuler des victoires, on veut accumuler des trophées pour être capable de déballer tout ça. Puis là, c'est vraiment le fun. Et j'ai vraiment trouvé l'expérience agréable et surtout c'est un jeu qui est tellement accessible puis autant le fun pour les parents que pour les enfants.
c'est vraiment un très très bon jeu puis qui peut vraiment être sorti à différents endroits, à différents moments, avec différentes personnes de différents âges. Vraiment là, je trouve que c'est vraiment cool. Et c'est ce qui conclut la portion de jeux joués pour ma part dans le mois de février. Maintenant, en ce qui a trait de la chaîne, ce qui s'est passé pour le mois de février pour ma part, eh bien, j'ai fait une critique surprise, donc la troisième parmi la série, et je réitère en fait mes propos par rapport à ça que j'ai indiqué dans mon dernier coin de neuf. Grosso modo, le but, ce n'est pas de faire du clickbaiting ou de créer un hype. C'est vraiment juste que souvent les gens vont aller cliquer sur les vidéos qu'ils veulent voir sur les jeux qui ont la cote, qu'on a le buzz, qu'il y a le hype. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'on passe par-dessus des belles petites perles, des beaux petits jeux, des beaux petits trésors. Et mon but avec ça, c'est de vous présenter des jeux sans que vous les connaissiez. Ces beaux petits trésors-là que moi j'ai découvert personnellement et qui n'ont pas nécessairement la cote tant au niveau de leur rating, leur note sur BGG, ou encore que c'est des jeux qui sont méconnus, inconnus, on a passé par-dessus, sont passés sous le radar, mais qui offrent donc bien de quoi de le fun, d'original, de créatif. Donc c'est vraiment ça le but de ces critiques surprises-là. J'ai aussi fait une session de jeu ainsi qu'une critique de Newton. En gros, j'adore Newton, je trouve que c'est un jeu qui offre vraiment une belle diversité. Un jeu avec des combos que quand on fait de quoi qui fonctionne, c'est vraiment satisfaisant. Un beau tableau building avec vraiment différentes opportunités, différentes avenues vers la victoire. Bref, vous irez voir ce que j'en pense dans ma critique et si vous voulez voir comment est-ce que ça joue, ben pourquoi pas aller voir la session de jeu. J'ai fait aussi la couverture d'un Kickstarter qui se nomme Zoocracy. Malheureusement, la campagne a été annulée, elle va être reprise dans le mois d'avril et j'espère qu'ils vont avoir du succès pour cette reprise-là. Le meilleur des succès à Has Game. J'ai fait une critique du jeu Sherlock Q-Line, qui est un petit jeu de cartes vraiment simple et efficace, un peu un mix entre The Game, The Mind et Sherlock Holmes Détective Conseil. J'ai vraiment apprécié mon expérience et je pense que ce jeu-là mérite d'être essayé. C'est des petites boîtes. J'ai regardé sur Philibert, c'est environ 8 € chacun. Donc ici au Québec, ça va être peut-être une dizaine de dollars. Et on a vraiment un bon temps avec ces jeux-là et on peut facilement les redistribuer aux autres autour de nous. C'est le fun à regarder aussi. Vous irez voir la critique là-dessus si ça vous intéresse. J'ai aussi fait une présentation et un déballage de Aeon's End Legacy. Ce n'est pas dans mon habitude de faire ça, mais là je pensais que c'était pertinent de pouvoir le faire parce que JP a fait des épisodes de ses parties personnelles de Aeon's End et je pense que ça vaut la peine de pouvoir voir qu'est-ce qu'on reçoit dans cette boîte-là parce qu'il est quand même dispendieuse, je veux pas. Et qu'est-ce qu'on reçoit dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a comme stock, et laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup, et ça, même après avoir joué quelques parties, je me rends compte qu'il y en a davantage que ce que le jeu semble présenter a priori. Beaucoup de ça qu'on va pouvoir réutiliser dans le jeu de base. Bref, vraiment, c'est le fun, et Aeon's End Legacy, vraiment. Bref, je peux pas vous dire plus que ça, mais j'aimerais ça parce que c'est le fun. Et finalement, une série que je viens de commencer, j'ai eu une espèce de petit flash qui m'est arrivé. Je me suis dit, tu sais, Board Game Geek, le site internet par référence du jeu de société, des fois, il y a tellement de fonctions sur ce site-là qu'il y a plein d'affaires qui se passent. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne connaît même pas la moitié de ce que le site internet offre. Et j'avais envie de faire une série sur Board Game Geek pour les nuls, comment utiliser Board Game Geek de façon efficace et vous démontrer à quel point que ce site-là est une mine d'or d'informations, mais aussi pour être capable de trouver des échanges, pour être capable de vendre des jeux, acheter des jeux, trouver des nouvelles ludiques, bref, c'est vraiment le site de référence, pas juste à cause que il y a plein d'updates, il y a plein de remises à niveau à chaque jour par rapport à ce qui est offert, mais aussi parce qu'il y a vraiment plein de fonctions qui sont super intéressantes. Présentement, j'ai sorti le premier épisode qui est tout simplement comment regarder une page sur Board Game Geek, la page d'un jeu, puis voir c'est quoi les différents trucs qui sont offerts quand on regarde une page de jeu, donc les différents onglets, les différentes opportunités que l'on puisse voir de quoi a l'air le jeu, les images. Bref, vous irez voir par vous-même. Je pense que ça vaut quand même la peine, même si vous savez déjà pas mal toutes les fonctions, peut-être vous découvrirez des fonctions que vous ne connaissiez pas. J'ai eu
aussi fait 2 capsules qui se nomment Dans le monde de l'imaginaire. L'Imaginaire est une boutique avec laquelle nous sommes en partenariat présentement, l'école du jeu. Et la raison pour laquelle on fait ces capsules-là, c'est pas une demande qui a été requise par l'Imaginaire. Au contraire, ça a été nous qui avons proposé ça à la boutique parce qu'on croit que la boutique est vraiment sublime et offre vraiment une panoplie de différents items, différents éléments vraiment diversifiés. On a des collectible card games, on a, à la Magic, là, on a des bandes dessinées, des livres, on a des jeux de société, on a des casse-têtes, on a des toutous, bref, il y en a une tonne et quart d'affaires, du stock de grandeur nature même. Puis pour être honnête, on veut promouvoir cette boutique-là, pas parce que on reçoit un cash derrière, c'est vraiment parce que on apprécie beaucoup le service qu'on a eu auparavant avec eux et qu'on veut promouvoir la boutique en soi avec les employés qui sont vraiment le fun. Puis moi, quand j'ai été faire ces trucs-là à Trois-Rivières, oui, ça a été une petite ride là, de char, mais j'ai vraiment eu du fun à filmer ça puis à rencontrer les gens qui étaient sur place. J'ai rencontré des passionnés de jeux de société, j'ai rencontré aussi des gens qui ont une tête sur les épaules, qui réfléchissent puis qui ont vraiment de quoi à dire sur le jeu puis comment l'utiliser dans différentes sphères. J'ai rencontré Anne-Sophie qui, elle, m'a parlé de comment est-ce qu'ils veulent créer une section de jeux de société pour enfants à but pédagogique pour les professeurs qui veulent intégrer ça dans leur classe. Évidemment, moi, ça m'a parlé parce que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Donc, pour moi, faire ça, c'est pas vraiment pour satisfaire l'attente d'un partenariat financier, c'est vraiment parce que on apprécie qu'est-ce que l'Imaginaire offre, puis on veut vous le partager dans le fond. Puis j'essaie de le faire de façon un peu dynamique puis funky. Par exemple, la dégustation des dés, vous irez voir ça. Je leur fais goûter des dés, il faut qu'ils découvrent le nombre de faces de ce dé-là sans le voir, mais juste en y goûtant. Bref, c'est super drôle, j'ai eu bien du fun. Eux autres, ils ont eu du plaisir à faire ça, ils se sont prêtés au jeu. C'est vraiment rassembleur le jeu de société, puis je pense que c'est ça qu'on devrait ressortir de ces capsules-là. Et prochainement sur la chaîne, eh bien, je planifie faire une première impression de Tales of the Northlands, de Sagas of Nogging the Nog, comme j'ai indiqué auparavant dans la vidéo. Je veux aussi faire une session de jeu de Agricola, vous donner ma critique sur ce dernier, ainsi que faire un comparatif entre Agricola et Caverna, parce que ce sont deux jeux qui clashent énormément, et là les gens, il y a Team Caverna versus Team Agricola, et moi je pense que personnellement, bon je vous donne un petit spoil, je pense pas qu'on a à faire cette distinction-là de Team Agricola versus Team Caverna, je pense que ce sont deux jeux qui peuvent coexister ensemble dans la même bibliothèque. Bref, je vais vous donner davantage de détails une fois que cette critique sera sortie. Et c'est ce qui conclut tout ce qui se passe par rapport à la chaîne, par rapport à les jeux que j'ai joués. Et j'aimerais juste faire une dernière parenthèse. Ce mois-ci, je suis allé chez le barbier parce que vous remarquerez dans la vidéo de Board Game Geek justement et Sherlock Q-Line, ça avait poussé énormément de tout bord, de tout côté, donc j'avais une grosse barbe, j'avais beaucoup de cheveux. Et malheureusement, bon, là j'étais un peu dans un entre-deux, j'ai pas l'opportunité d'être chez moi. Comme tu peux voir, je suis dans un environnement qui est inconnu, un peu moins inconnu, mais bref, étranger. Et là, plus que ça poussait, plus que je me regardais, puis j'étais comme tabourette, va falloir que je fasse de quoi. Et je suis allé chez le barbier. Et laissez-moi vous dire que c'est toute une expérience de se faire cajoler la peau, se faire raser les cheveux, se faire raser la barbe. J'ai vraiment apprécié mon expérience et si vous êtes un homme ou une femme qui veut essayer ça, ben allez-y, ça vaut vraiment la peine. Je pense que vous ne raterez pas, ça vaut l'argent que l'on a investi.